Alors, dans cette vidéo, on va regarder dans le détail le contenu du CV. Alors, vous avez là devant vous mon CV et on va le passer dans le détail. Alors, on s'occupera du visuel après, hein, parce qu'on peut aimer ou on peut pas aimer. Bon, là, c'est pas le sujet pour l'instant. Là, on va se concentrer simplement sur les informations. Alors, ce qu'on va faire, c'est, voilà, je vous conseille de prendre un bloc-notes, peut-être un stylo. Et s'il y a des infos que je vous donne, voilà, qui vous font réfléchir, ou voilà, prenez des notes tout de suite. Bon, au pire des cas, vous pourrez regarder cette vidéo. Alors, on va passer en revue chaque point, chaque information et quelles sont vos différentes options. Est-ce que vous pouvez le mettre? Est-ce que vous pouvez ne pas le mettre? Comment le formuler? Etc. Ok. Alors, allons-y. Tout de suite, on va zoomer un petit peu. Voilà. Oui, alors pour info, à part mon nom, toutes les informations sont fictives. Tous les noms, enfin les activités sont réelles, mais les noms et les lieux sont fictifs. Ok. Alors, première chose, nom, prénom. Alors ça, évidemment, il faut le mettre. Maintenant, la question se pose chez certaines personnes, si vous pouvez mettre plusieurs noms. Par exemple, si vous avez un nom de jeune fille et que vous êtes marié à quelqu'un qui a un nom qui est plus local ou qui a le plus de chances de vous faire prendre, peut-être que ça peut valoir la peine de tester les deux noms. Par exemple, moi j'avais une personne qui était suisse et qui s'était mariée à une personne d'origine étrangère. Et du coup, au début, elle disait, bon, ben, moi, je suis fier de ça. Enfin, mon nom, maintenant, c'est ce nom à connotation étrangère, donc elle le mettait. Elle avait de la peine à trouver des entretiens. Et dès qu'elle a changé le nom, qu'elle a repris son nom de jeune fille, je crois que la semaine suivante ou 2 semaines après, elle a eu un entretien. Donc voilà, réfléchissez à ça. Des fois, même le nom, ça peut être intéressant d'y réfléchir si vous avez l'option. Ok, ensuite, la photo. Grand débat. Est-ce qu'il faut mettre la photo sur le CV ou pas? Ça dépend. En fait, moi, je donnais des journées d'information devant des personnes qui étaient inscrites au chômage 2 fois par semaine. À chaque fois, j'avais 30, 40 personnes en face de moi et je leur posais la question, est-ce que d'après vous, il faut mettre la photo dans le CV ou pas? Et plus ou moins à chaque fois, il y avait la moitié de la salle qui disait non. Non, ben on s'en fout, enfin, on n'est pas obligé de mettre la photo. Et l'autre qui disait oui, ben évidemment, il faut mettre la photo parce que sinon on a moins de chances d'être pris. Qui a raison? Ben un peu des deux, disons, ça dépend. Et c'est là qu'il va falloir parler ben, de stratégie justement. Euh, Vous n'êtes pas obligé de mettre la photo. Ça c'est clair, c'est factuel, vous n'êtes pas obligé de mettre la photo. Sauf si dans l'annonce on vous demande de mettre la photo. Là, évidemment, si déjà dans l'offre vous ne respectez pas ce qu'on vous demande, ben, c'est mal parti. Mais si on ne vous demande rien, vous n'êtes pas obligé de mettre la photo. Maintenant, dans quelle situation ça peut être avantageux de mettre la photo? Ben, si, si vous êtes dans un domaine où il y a un contact avec la clientèle, je pense que c'est bien de mettre la photo. En tout cas, c'est plus attendu. Donc, vous prendriez un risque de ne pas mettre la photo. Donc, je vous conseillerais de mettre la photo. Maintenant, s'il n'y a pas forcément de contact, à vous de voir. À vous de voir si vous la mettez ou si vous la mettez pas. Souvent, je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas de bonnes photos. On a l'impression de ne pas être bon en photo, puis du coup, on préfère ne pas se mettre. Si vous avez une bonne photo, ben, ça règle le problème. Et une bonne photo, enfin une relativement bonne photo, c'est assez vite pris si vous allez dans une cabine. Ça coûte 10 francs, 10 euros. C'est fait en une demi-heure. Vous le faites, vous avez une bonne photo et la question elle est réglée. Donc, est-ce que vous la mettez ou pas? À vous de voir. Ensuite, prochain point, l'objectif. Ici, psychologue conseiller en orientation. Je cherchais une place de psychologue conseiller en orientation. Et je suis moi-même psychologue conseiller en orientation. J'ai l'expérience et j'ai la formation pour. Donc je peux mettre psychologue conseiller en orientation. Maintenant, par exemple, si moi, enfin, je trouve que c'est bien de le mettre parce que ça donne tout de suite l'intention, l'objectif. Là, comme ça, directement quand on lit le CV, on a le nom, le prénom, la photo et l'objectif. Comme ça, c'est très clair. Maintenant, il faut faire attention à la formulation, hein. Moi, je dis, voilà, j'ai mis psychologue conseiller en orientation parce que je suis psychologue conseiller en orientation. Maintenant, si par exemple, moi, je cherchais une place dans la vente, je n'ai jamais travaillé dans la vente, j'ai pas de papier dans la vente, je ne mettrai pas vendeur ici. Je mettrai cherche place de vendeur, ou cherche stage dans la vente, ou cherche place dans la vente. Voilà, il faut faire attention à la formulation. Moi, ici aussi, pour l'objectif, je préfère juste mettre
une petite phrase comme ça, parce que certaines personnes, enfin, c'est possible de faire un petit paragraphe. Certaines personnes aiment bien mettre 2 ou 3 phrases. Moi, de manière générale, je déconseille les phrases sur le CV, mais c'est possible, hein. C'est possible de le faire. Après, souvent, le problème quand les personnes font ça, c'est qu'elles disent, voilà, je recherche à me dépasser dans un nouveau challenge, je suis jeune et dynamique. Ou enfin, je sais pas, un truc comme ça, mais ça fait un peu, ça peut faire bateau. Et donc voilà, enfin, j'avais fait cet exercice avec des personnes, je donnais des cours justement pour faire les CV et les lettres. Et puis je leur avais demandé de tous écrire voilà, 2, 3 phrases qu'elles mettraient en haut du CV. Et c'est à chaque fois les mêmes choses qui ressortent. C'est à chaque fois nouveau challenge, je suis motivé, je suis dynamique, je suis sérieuse, je suis sérieux. Voilà, donc si c'est pour écrire des banalités, autant pas l'écrire, autant juste écrire voilà, quelque chose de très synthétique comme ça. Je trouve que c'est mieux, c'est plus clair. Ok, mais après, libre à vous de choisir ce que vous voulez faire. Ensuite, le numéro de téléphone, évidemment, ça il faut le mettre. L'adresse, à le mettre aussi. Ensuite, le mail. Ayez un mail sous cette forme-là, donc prénom.nom@gmail.com. Gmail ou autre chose, mais bon, Gmail c'est ce qui est le plus répandu, disons. Évitez les choses trop originales du style, je sais pas, Lily Froufrou 63, enfin, ce genre de truc. Soyez pro, voilà, pensez pro, surtout le CV, hein, donc sur la photo, sur l'apparence, sur le mail, pensez pro, donc quelque chose du style prénom.nom@gmail.com. Ok. Ensuite, au niveau du contenu, ben, pour moi, pour ce poste-là, ce qui était le plus important, c'était les compétences ici et les qualités qui doivent apparaître en premier. Et ça, comme je vous ai dit dans la vidéo d'introduction, on va le voir dans une vidéo, une prochaine vidéo. Donc, on va pas en parler tout de suite, on va parler du reste d'abord. Alors, on va y aller. Donc, les informations. Oups, les informations sont ici. Quelle information mettre? Alors, la date de naissance, c'est pas obligatoire. Vous pouvez soit mettre la date de naissance, soit mettre l'âge, par exemple. Maintenant, si vous pensez que votre âge a un problème, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre la date de naissance. Aucune obligation. Donc voilà, ça dépend de votre stratégie. Ensuite, la nationalité, ça je pense que c'est bien de mettre, surtout si si on est local. Le permis de conduire. Pour la nationalité, pardon, si vous êtes étranger ou étrangère, pensez à mettre le permis de séjour ou le permis de travail aussi. Ça peut être important pour le patron ou la patronne, parce que suivant le permis que vous avez, pour lui, administrativement, ça va être différent. Donc, mettez-le en avant. Ensuite, il y a le permis de conduire, ou véhicule ou pas. Moi, en l'occurrence, je ne suis pas véhiculé, donc j'ai juste mis permis de conduire, j'ai pas mis véhiculé, puis du coup, la discussion aura lieu sur le moment même. Et célibataire, le statut civil, ça je l'ai mis, mais de nouveau, c'est pas obligatoire. Là, il y a une réflexion à voir si vous êtes marié et que vous avez des enfants. Si vous venez d'avoir des enfants, par exemple, vous avez des enfants en bas âge, ça peut être bien de se poser la question parce qu'il y a des stéréotypes qui sont en place et donc il faut en avoir conscience. Si vous avez des enfants en bas âge, que vous êtes marié et que vous êtes un homme, les patrons pourraient avoir le stéréotype de se dire bon bah maintenant lui ben, il est père de famille donc il va devoir bosser, il doit assumer donc il va venir bosser. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Maintenant l'inverse, si vous êtes marié et que vous avez des enfants en bas âge mais que vous êtes une femme, bah là le stéréotype ça pourrait être que vous risquez de devoir quitter le travail de temps en temps pour aller ou de ne pas venir travailler parce qu'il y a un souci avec les enfants. Donc soyez attentif à ça, vous n'êtes pas obligé de mettre votre statut. Maintenant, si vous ne le mettez pas, peut-être qu'on vous le demandera à l'entretien d'embauche. Donc, à voir si vous préférez le mettre là. De manière générale, si vous avez des enfants en bas âge, essayez de faire en sorte que ce ne soit pas un problème, style d'avoir une garde assurée, et mettez-le sur le CV surtout. Voilà, de mettre marié, 2 enfants, garde assurée. Comme ça peut donner une image de stabilité et de dire bon, bah maintenant, même s'il y a des problèmes avec les enfants, je viendrai travailler, garde assurée. Voilà, donc vous pouvez le mettre ou pas, à vous de voir. Ensuite ici, les langues, ça c'est important. Ici je l'ai fait comme ça, alors ça c'est une forme qui est assez à la mode maintenant, c'est
style infographie, donc soit avoir des ronds ou des étoiles ou des traits comme ça qui indiquent un niveau de langue. Moi, je l'ai fait comme ça, mais il faudrait que de toute manière, vous ayez le niveau de langue. Et moi, le niveau de langue, je l'ai mis... il est où? Tac, voilà. Ici. Pour l'anglais, j'ai mis que j'ai eu le Proficiency, donc c'est un certificat, et c'est le niveau C2. Et pour l'allemand, j'ai mis que j'ai eu le Goethe certificat, donc c'est le niveau B2. Donc on sait plus clairement ce que ça veut dire. Donc vu que je l'ai mis là, je me suis permis de faire ça comme ça. Il faudrait qu'au niveau de la langue, ce soit vraiment le plus précis possible. Parce que si vous mettez bonne connaissance, qu'est-ce que ça veut dire? Ou si vous mettez bonne expression orale, qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, si vous mettez niveau B2 ou niveau C2, enfin je ne sais pas si vous connaissez ces niveaux-là, mais c'est plus précis. Il y a le niveau A1, c'est débutant, ensuite A2, B1, B2 et C1, C2. Voilà. Ce serait bien de savoir ça dans le détail. À ce niveau-là, je vous montre, si vous n'êtes pas tout à fait au point sur votre niveau, il y a un site internet qui vous permet assez rapidement de l'avoir. Ça s'appelle l'école Club Migros, test de langue. Ça vous permet en une dizaine de minutes, voilà, test d'évaluation, ça vous permet en une dizaine de minutes d'avoir une idée de votre niveau que vous pouvez ensuite mettre sur votre CV. Voilà. Donc ici, vous avez les différentes langues. Donc anglais, français, italien, espagnol. Vous cliquez dessus. Et ensuite, alors vous allez devoir vous inscrire. Voilà, ici, vous avez les différents niveaux avec ce que ça signifie. Ensuite, vous vous inscrivez. Il n'y a rien de payant. C'est juste pour recevoir les résultats. Donc avec ça, vous pouvez avoir une catégorie langue qui est vraiment détaillée. Donc vous mettez niveau B2 ou niveau A2. Voilà, ce sera plus précis pour les recruteurs. Ok pour les langues. Ensuite, informatique. Alors mettez ce qui est pertinent pour votre travail. Alors moi j'ai mis Office, Outlook, et on avait un programme spécifiquement pour les conseillers en orientation qui s'appelait Vlada. Donc voilà, vous pouvez mettre un niveau. Moi je ne l'ai pas mis parce que c'est pas spécialement important en fait. L'informatique dans mon domaine c'est pas spécialement important. Mais si c'est important pour vous, mettez le niveau. Vous pouvez mettre, voilà, si vous ne savez pas quoi mettre, mettez utilisation courante par exemple. Et s'il y a un programme qui est spécifique pour votre métier, mettez-le. Moi, j'ai rien mis parce que voilà, déjà, c'est pas important spécialement pour mon métier. Et si c'est pour mettre utilisation courante, j'ai rien mis parce que je trouve que ça donne mieux, ça fait plus aéré, quoi. Donc voilà. Voilà pour l'informatique. Ensuite, les loisirs. Un grand débat aussi, est-ce qu'il faut mettre les loisirs ou pas? Là, de nouveau, c'était intéressant. Quand j'étais devant les personnes qui étaient au chômage, je leur posais la question et la moitié disait oui, il faut mettre les loisirs parce que ça donne une image en plus de la personne, quelque chose de plus personnel et ça montre qu'on a une vie en dehors du travail, qu'on ne fait pas que travailler. Et les autres disaient non, on n'est pas obligé, pourquoi on montrerait ça, disons, ça ne les concerne pas. Et en fait, les deux ont plus ou moins raison. Maintenant, si on réfléchit impact, parce que c'est ça qu'il faut réfléchir, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Ce qui a le plus d'impact, c'est de mettre dans votre CV des loisirs qui sont pertinents pour la place que vous recherchez. C'est-à-dire, ça peut être des loisirs qui mettent en évidence des compétences qui ne sont pas mises en évidence dans vos expériences professionnelles, par exemple. Ou ça peut être, par exemple, si vous êtes capitaine de l'équipe de foot, ça met en évidence un certain leadership, une discipline, un esprit d'équipe qui peut-être ressort pas dans vos autres postes. Et donc, voilà, c'est intéressant de le mettre. Ou bien ça peut être quelque chose qui complète votre côté professionnel. Par exemple, si vous êtes vendeur et que vous postulez pour une place dans la vente d'un magasin de sport d'hiver par exemple, et que vous êtes passionné de ski ou de snowboard, du coup, ça montre que vous avez des connaissances en plus. Donc non seulement vous avez les connaissances professionnelles de la vente, mais en plus vous avez la passion du ski ou du snowboard à côté. Donc les deux se rejoignent bien et donc c'est pertinent de mettre ça en avant.
À quel moment c'est dangereux de mettre les loisirs? C'est dangereux si, c'est-à-dire, si vous allez chez la belle famille, il y a, il y a des sujets dont vous n'aurez pas envie de parler direct. Si vous allez voilà, pour la première fois chez la belle famille, vous allez peut-être éviter la religion, vous allez peut-être éviter la politique. Enfin, c'est ce genre de terrain un peu glissant ou un peu dangereux, ça peut être à double tranchant. Voilà. Sauf si vous savez vraiment où vous mettez les pieds, je, je vous déconseillerais de le mettre euh, parce que c'est un peu risqué à mon sens. Donc autant limiter les risques et mettre d'autres choses. Il y a assez d'autres choses à mettre en valeur sur votre CV. Voilà pour les loisirs. Donc vous pouvez les mettre ou pas, à vous de voir. Et surtout réfléchissez à quel loisir vous mettez. Ensuite, ben, il y a les références. Est-ce qu'il faut les mettre, est-ce qu'il ne faut pas les mettre? Je pense que si vous avez une référence ou plusieurs, ben, il n'y a aucun problème de les mettre. Même c'est un avantage. Pourquoi c'est un avantage? Parce que dans le CV, dans les postulations et de manière générale, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est le fait qu'on est compétent et qu'on est voilà, quelqu'un qu'on devrait engager. Donc c'est bien si nous on le dit, mais c'est mieux si quelqu'un d'autre peut le dire aussi, de nous donc. Donc mettre une référence en avant, c'est une preuve de confiance, de dire voilà, ben moi j'ai confiance en cette personne-là, je sais que si vous l'appelez, elle va dire du bien de moi. Donc c'est bien. Si vous en avez une, mettez-la. Maintenant, évitez de mettre trop de références. Si vous en avez 5 ou 6, ça ne sert à rien. Mettez-en une ou deux, les plus récentes ou les plus pertinentes pour le poste. Voilà. À ce niveau-là, pour les références, il faudrait que ça ait toujours plus ou moins cette forme. Donc vous avez le nom, le prénom, la fonction qu'elle avait par rapport à vous. Ça, c'est important, des fois les personnes oublient. Et le numéro de téléphone direct, si possible. Vraiment le numéro de téléphone direct. Pas que la personne qui reçoit le CV atterrit chez la secrétaire, qui ensuite dévie chez je sais pas qui ensuite dévie chez peu importe, le numéro direct. Voilà pour les références. Ensuite, qualité et compétences, on verra après. Les expériences. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Les expériences. Alors, les expériences, je pense que c'est intéressant si vous avez des expériences de plusieurs types, de les trier. Comme j'ai fait ici, comme ça, vous voyez, moi on voit assez vite en un coup d'œil que j'ai travaillé dans l'orientation, j'ai travaillé dans la recherche et j'ai fait des jobs d'étudiants à côté. Très vite trié. Et ensuite, ben, vous avez les années ici, le poste en gras, le lieu en moins gras. Et ici, par exemple, en dessous, j'ai mis en italique les tâches. Et j'ai fait ça pour chaque poste. Comme ça, en un coup d'œil, on sait très rapidement qu'est-ce qui est quoi. Donc réfléchissez à ça. Et j'ai mis les expériences les plus pertinentes en premier. C'est l'orientation. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas la dernière chose que j'ai fait. La dernière chose que j'ai fait, c'est de la recherche ici. Vous voyez, c'est présent, chargé de recherche. Ce n'est pas la dernière chose que j'ai fait. J'ai mis en avant une chose que j'avais fait avant parce que je cherche un poste de psychologue conseiller en orientation ici. C'est ça que je cherche. Donc c'est ça que je vais mettre en avant. On verra ensuite dans la vidéo suivante sur la disposition comment mettre les choses en évidence. Il ne faudrait pas simplement mettre dans l'ordre chronologique, droit en bas, ce que vous avez fait sans réfléchir. Triez les expériences et mettez-les en évidence. Pour faciliter la vie des recruteurs, ça aura plus d'impact. Au niveau des expériences, une chose qui peut être problématique, c'est si vous avez, par exemple, pendant une longue période de temps, pas travaillé. C'est-à-dire pas de chômage, ou peut-être que vous avez été mère au foyer, ou peut-être que vous avez eu un burn-out, ou une maladie, ou quelque chose, peu importe. Euh, c'est délicat de laisser un trou dans le CV. C'est vraiment quelque chose qui est pas, c'est louche et on va vous poser la question peut-être par après en entretien. Donc, je dirais ça sert à rien d'essayer d'esquiver le problème parce que il va arriver. Autant le mettre directement dans les expériences et le formuler de manière positive ou active, disons. Voilà, par exemple, si c'est une période de chômage, eh ben, vous pourriez mettre euh, recherche d'emploi ou des activités que vous avez fait pendant la recherche d'emploi. Si vous avez été mère au foyer, ben vous pouvez mettre en évidence le fait que vous êtes occupé des enfants pendant ces années-là. Donc, faites en sorte que ce soit actif et positif. Tournez positivement. Ok, voilà pour les expériences. Je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Et maintenant, il nous reste donc les formations ici.
Alors les formations, c'est un peu la même chose que les expériences, c'est-à-dire mettez en évidence celles qui sont le plus pertinentes pour le poste. Et gardez au niveau de la police la même chose. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai mis le papier en gras et le lieu en normal. Papier en gras et le lieu en normal. Voilà, comme ça, très rapidement, on se rend compte de ce que c'est. En gras, je mettrai le papier. Donc vraiment le papier que vous avez eu, parce que certaines personnes mettent juste le lieu ou le bâtiment où ils étaient, mais ils mettent pas le papier. Mettez vraiment le papier que vous avez eu. Et ensuite le lieu. Ensuite, voilà, si vous avez fait une formation mais que vous ne l'avez pas terminée, ça peut être un problème. Euh, Moi, j'ai été un semestre là. J'ai eu un semestre de bachelor en économie. Ouais, j'ai pas mis bachelor en économie parce que j'ai pas eu le bachelor, j'ai juste eu un semestre. Donc j'ai mis un semestre. Et voilà, vous pouvez détailler si vous voulez les modules que vous avez eu. Si vous avez fait par exemple tous les modules dans une formation et qu'à la fin il fallait faire un travail écrit mais que vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas rendu, puis du coup vous n'avez pas eu la formation, vous n'avez pas eu le papier, je veux dire, bah, ça peut être, vous pouvez mettre module théorique acquis, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mettez en évidence ce que vous avez, de manière générale. Essayez de mettre un maximum en évidence ce que vous avez. Pas que ça a l'air d'être un problème. Voilà pour les formations. Ok, alors je pense que pour le contenu, là, on est ok. Voilà ce qu'il faut mettre. Vous voyez que pour chaque information, en fait, vous pouvez mettre cette information-là ou vous ne pouvez pas la mettre, ou vous pouvez la mettre de différentes manières différentes. Pour chaque information, posez-vous la question, est-ce que je dois la mettre? Enfin, est-ce que pour mes objectifs, c'est mieux de mettre cette information ou pas? Ou est-ce que tourner comme ça va, ou est-ce que je pourrais le tourner mieux? Cherchez positif, cherchez actif. Pensez impact. Et mettez sur le CV vraiment les informations qui auront le maximum d'impact et qui auront le minimum de risque. Voilà. Voilà pour le contenu. Alors on va se retrouver pour la prochaine formation, prochaine vidéo. On va parler justement de la disposition de ce contenu sur le CV. Alors il y aura une première partie théorique et ensuite on va regarder différents CV que moi j'ai fait. Ok. À tout de suite.